Alors, ok, c'est bien, merci. L'immigration clandestine, Francis Ngannou est passé par là. Alors, comment ça commence à germer dans votre tête, Francis Ngannou, l'immigration clandestine? Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? Vous avez minimisé les risques? Qui vous a accompagné dans ça? Qui vous a encouragé à faire ça? Déjà, personne ne m'a encouragé dans cette initiative, et heureusement, parce que si ça avait été là, si quelqu'un m'avait encouragé dans ça, je l'aurais tenu responsable des souffrances, de l'enfer que j'ai vécu dans ce chemin, dans cette aventure. Mais l'aventure pour moi, l'idée de l'aventure pour moi commence, je pense que c'était exactement en 2008 quand j'arrive à Douala pour commencer la boxe. Parce que malgré le fait qu'on me décourageait en me disant que la boxe n'était pas... Déjà, c'était pas fait pour moi. Déjà, on ne pouvait pas réussir dans la boxe. Et en appuyant avec des exemples comme les Joseph Bessala, Jean-Marie Emebe, Ouattabelle et j'en passe, j'avais la conviction, je savais que c'était quelque chose auquel je pouvais réussir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette conviction, peut-être parce que j'étais tout simplement têtu. Mais en 2008, quand j'arrive à Douala et que je commence la boxe, et j'ai très vite compris qu'il était difficile d'évoluer au Cameroun et de réussir étant ici. Alors, il était d'or question pour moi de chercher un moyen d'aller dans un pays quelque part où j'aurais plus d'opportunités. Mais comment y aller? Je ne suis que à cette époque, je ne travaillais même plus. J'avais vendu ma moto que je faisais le benskin avec pour acheter mes équipements de boxe tellement je voulais faire de la boxe. Et c'est en ce moment qu'on a failli m'interner. On a dit, mais lui là, vous êtes sûr que ça va bien? Ces neurones là sont bien en place? Parce que là, c'est du délit. Il vend la moto, il s'en sortait bien en faisant son benskin pour aller acheter les gants de boxe. C'est quoi la boxe? Ouais. Mais j'y croyais quand même. Alors, à cette époque, j'avais compris qu'il était nécessaire d'aller plutôt dans un environnement où j'aurais plus d'opportunités. Mais où et comment y aller? J'avais pas de passeport, j'avais aucun argent en poche, donc il était même pas Vous question. venez de vendre la moto. Vous avez vendu la moto à combien? 200, 220, 200 quelque chose. Mais j'en avais dépensé, j'avais acheté les gants et tout ça. Et j'avais acheté un vélo parce que je venais de Bonamoussadi pour aller à Newbel m'entraîner. Je ne pouvais pas payer 500 francs, 1000 francs de transport chaque jour. Alors j'ai acheté un vélo pour être économique. Ça vous a coûté combien le vélo, l'achat? Le vélo à 80 000. On l'a acheté dans une brocante à Aquanon. Donc vous aviez encore 120 000 oui, mais j'ai acheté des gants, j'ai acheté quelques équipements et il m'en restait à peine 30 000. Et c'était mon devant derrière, comme on dit souvent. C'était compliqué. Ouais, c'était mon devant derrière. Alors, me voilà dans ce dilemme. Je ne pouvais pas. Déjà, il était question déjà d'apprendre la boxe, d'acquérir les techniques de la boxe, mais en même temps de voir la possibilité comment partir. Alors, c'est comme ça où je me suis rendu au port en espérant passer même par le port. J'ai un peu observé, je suis allé au port peut-être pendant une semaine d'affilée. Après, j'ai entendu des histoires et c'était pas un truc qui venait de moi, c'était pas une initiative j'avais pas la conviction de cette histoire du port. Alors j'ai emprunté la pirogue? Il fallait emprunter une pirogue pour traverser l'eau? En fait, oubliez, ça n'importe pas. D'accord, ok. Alors je me suis rabattu sur l'idée de l'aventure. Donc, pour tout dire, ça m'a pris à peu près 4 ans pour préparer ça, psychologiquement. Parce que vers 2009, je voulais me lancer et j'avais un cousin qui avait fait le même chemin et il m'a dit, petit, je te déconseille. Reste là et si jamais un jour il y a possibilité, je t'aiderai. Et 2 ans plus tard, j'observe, je me dis, mais lui, il a ses frères, il y a tout. Quand est-ce qu'il... Même s'il réussit bien, quand sera mon tour? Et peut-être il se ferait tard. Alors j'ai donc décidé de continuer dans cette optique d'aller en aventure.
En 2010, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ça encore, c'était le déclic. C'est ça qui m'a permis de déterminer même la date ou la période du voyage. Parce que j'ai eu beaucoup de problèmes et ça s'est finalisé par l'hépatite B. J'ai eu l'hépatite B également. Et ça, c'était très difficile psychologiquement. Il fallait se soigner d'abord? Ouais, j'ai hérité d'une tension de stress, diagnostiquée de tension de stress à cette époque, mais qui est plus tard est devenu permanent parce que j'avais eu beaucoup de coups et psychologiquement c'était très difficile. Mais néanmoins, ça m'a quand même permis de frapper la main sur la table et de dire ok, là c'est parti, je me lance. Alors quand je suis revenu de tout ça, ça m'a pris à peu près 1 an pour économiser un peu d'argent, faire mon passeport et me lancer sur la route de l'aventure. Vous étiez combien au total? J'étais tout seul. Seul? Au départ. C'est arrivé au nord que voilà, je commence à rencontrer des gens. Vous êtes parti de Douala pour Yaoundé, c'était quoi le chemin emprunté? Douala, Yaoundé, je suis parti de Douala un 3 avril 2012. C'est le jour où je fais ma porte, je claque et voilà, je laisse tout. Vous avez votre sac à dos? J'avais mon sac à dos. Il y avait quoi à l'intérieur? De l'eau? Vêtements, chaussures, non. Des chaussures, il y avait quoi dedans? Et j'avais un peu d'argent. Non, vêtements, chaussures, c'est tout. Et un peu d'argent. Puisque le reste d'argent, j'avais laissé à ma petite sœur. Pour dire quoi? Bon, je ne savais pas où j'allais, donc j'avais souvent entendu que c'était dangereux, le chemin. J'ai laissé mon argent à ma petite sœur, je lui ai dit, surtout, mets pas à la réunion, surtout, mets pas en banque, parce que je peux t'appeler et j'aurai besoin de cet argent instantanément. Donc, elle vous a écouté? C'est ce qu'elle a fait? Si, parce que les femmes sont souvent, vous lui dites une chose, elle fait une autre. Hein? Non, au fait, il faut dire une chose, c'est que ma famille, mes frères et mes soeurs, j'ai quand même eu beaucoup de chance sur ce côté. On peut se faire confiance, on est quand même honnête. Et maman Christine, elle vous dit quoi? Vous lui avez dit? Non, surtout pas. Non, Il fallait rien lui dire. J'en avais dit à personne d'ailleurs. D'accord. Encore moins à elle. Elle allait s'évanouir, quoi. Vous avez, parce que un choc. Oui, et c'est logique, puisque la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un au revoir, la première question qui se pose, c'est où est-ce que tu vas? Mais déjà, je ne savais pas où je vais. Alors du coup, c'était très bizarre. Mais je me rappelle, je suis allé à Bati à cette époque, j'ai fait 3 semaines. Et pour moi, c'était une façon de faire au revoir à ma terre. Je ne savais pas où est-ce que j'allais, je ne savais pas ce qui devait se passer. Alors je me suis dit, au moins, au moins j'aurais profité de Bati, de mon village et de ma famille pour la toute dernière fois. Vous pensiez à la mort? Pensez que tout était possible, tout était envisagé. Mourir, oui, je savais que c'était une possibilité. Mais ça ne vous a pas découragé en aucun cas? Oui, d'ailleurs, c'était une possibilité puisque c'était une des raisons pour laquelle j'allais au village. Parce que je me disais, ça pouvait être la dernière fois. Et une fois arrivé au village, j'observais les choses, je regardais tout. Parfois, je fixais ma main du regard, je regardais pendant des minutes. Et quand nos regards se croisaient, elle me dit, pourquoi tu me regardes? Je dis, pour rien. Mais au fond de moi, je me disais, ça peut bien être la dernière fois. Et ça donnait la chair de poule quand même. Il faut qu'elle profite de moi, peut-être. Non, pas qu'elle profite de moi. Ça, c'était de moi, puisqu'elle ne devait pas savoir. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. Oui, elle ne savait pas ce qui se passait. Et jusque-là, ça ne vous a pas découragé? Non. Au fait, il était question pour moi de renverser, de changer le fusil d'épaule. Il était question de vivre pour quelque chose, de mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Parce qu'on vit pour rien au Cameroun, hein? En fait, j'avais cette impression, plus que j'avais l'impression, souvent on dit, t'es venu. Vous savez, quand tu as un rêve qui n'est pas accompli, c'est acceptable à partir du moment où vous avez essayé avant de ne pas réussir. Mais si vous n'essayez pas, là, je pense que le regret et la culpabilité peuvent vous ronger, plus que l'échec de ce rêve. D'accord. Voilà. Donc, ça fait qu'il était donc question pour moi d'essayer. Je n'avais aucune garantie que j'allais réussir, mais il fallait que j'essaye. Voilà. Alors, ça me faisait peur, mais
Il fallait. Et vous l'aviez fait? Arrivé à Ngaoundéré, c'est là où certains amis... C'est là où je rencontre des gens qui sont sur le même chemin. Certains Camerounais, comme vous? Oui, des Centrafricains, c'était un peu les gens venant de partout. Et c'est là où tout devient très clair. Le chemin, il y avait des organisations qui disent « Ah, ok, oui, tu vas au nord, ok, tu vas arriver en Algérie, mais pour ça, il faut que tu vas à Yola, de Yola, tu vas aller à Cagno, et comme ça. » Et ils connaissaient le chemin, quoi. Et c'était ce que j'avais sur le plan. Dans un moment, j'ai jeté ce bout de papier qui était soi-disant le plan. Ça ne servait plus à rien. Qui vous a donné ce plan-là? Qui vous a fait ce plan? Vous qui étiez enfui dans votre fin fond de Batié et Douala, là. Qui vous a donné le plan? Non, mais j'étais déjà à Douala. Faut noter que j'étais à Douala depuis quelques années. Donc, j'avais fait ma petite enquête. Voilà. Vous avez jeté le plan, vous avez foncé tout droit, vous êtes parti. Les difficultés, il y en a eu, non? Les obstacles. Pour franchir, on veut traverser le désert. Si on peut appeler ça comme ça, mais pour moi, c'était plus que des obstacles. Parce qu'une fois arrivé au Niger, c'est là où il y a eu un clic, un truc qui nous a permis de comprendre que, ok, là, c'est pas bon. On est arrivé au Niger et on a vu les chèvres manger le carton. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'on est? Les chèvres mangent le carton. Je me recule, je dis, mais je rêve, je vois pas clair, qu'est-ce qui se passe? Et je regarde, la chèvre est en train de brouter le carton. Okay. C'est un carton de quoi? Il n'y a pas de la nourriture? Non, un carton vide, oui. sec. J'ai pris le temps, nous avons pris le temps d'observer pour voir ce qui se passe. Mais c'était juste un carton. Oui. Et là, on s'est dit, ok. Là, on est au Niger. On est au Niger. On est tous étonnés. Et là, on arrive, c'est déjà les contrôles de police, puisqu'ils savent que c'est une piste. Oui, les clandestins passent là-bas, donc ils sont là-bas pour la raquette. Le papier, ceci, chacun vient. On vous met un peu en cellule, on prend l'argent. On a commencé à dormir dans les gares routières, sur des bancs dans les gares routières. Et après, on est arrivé, on buvait le thé. Le chai aussi. C'est le chai, c'est ça. Bon, le chai. Au Niger, tu bois le chai toute la journée. Et pour eux, c'est un peu le repas. Ils me disent, ah oui, mais il faut manger quoi. Mais non, c'était suffisant. On montait, je pense que c'était de Zender pour Alit. Alit, c'est au nord. C'est un peu le point de départ pour aller pour traverser la frontière, pour traverser le désert et arriver à Tamaracet en Algérie. Alors on faisait ce chemin, ce voyage de Zender pour Alit. Alors on fut contrôlé en route et les policiers c'était déjà vers Alit, les policiers nous ont descendus du bus. Et là, ça c'était un signe qui disait, ce truc-là, c'est pas bon. Parce qu'on nous descend du bus, c'était le premier contrôle. Le bus est parti, puisqu'il ne pouvait pas nous attendre. Et les policiers nous font nous asseoir dans une tente. Et personne ne nous contrôle. Et du coup, tu dis, ok, on veut faire pipi. On dit, ok, derrière là. Je dis, mais ils ne savent pas que nous, on peut fuir. Et arriver derrière, tu as bien l'intention de fuir. Mais tu regardes l'horizon, le désert. C'est à perte de vue. Oui. La chaleur qui venait du sol, parce qu'il y avait un soleil qui n'avait pas de nom. La chaleur qui venait du sol, c'était juste insupportable. Tu regardes à l'horizon, il n'y a rien à l'horizon. Tu te dis, ah oui, je fuis là pour aller où? Toi-même, tu dis, j'ai fini un chef pour que je charte. D'accord, d'accord. Et après, on vous a laissé partir. Oui, ça. Après, bon, c'est pour vous raqueter, vous fouillent, vous cherchez de l'argent. Et le prochain bus vous a amené. Oui. D'accord, ok. Puisque c'est un trafic, c'est un système. Après, vous passez dans une cellule, après, on vous laisse, on vous libère, sachant qu'il y a d'autres contrôles devant. Et voilà. C'est un réseau. Et après ça, vous êtes arrivé où on le saura juste après cette